Mao restant fermement à l'arrière-plan, Liu Shaoqi devient le visage officiel de la Chine pour le monde extérieur. Il voyage énormément, toujours accompagné de Wang Wangmei, son élégante épouse éduquée par les missions. Des hommes comme Ho Chi Minh au Vietnam voient en lui le camarade le plus proche de Mao et son éventuel successeur. Personne, et surtout pas Liu, n'ont la moindre idée de la tempête politique que Mao est en train de préparer. Cependant, avec le recul, les signes annonciateurs sont déjà là. Nous n'avons compris que plus tard. Il a dit « Nous devons former la nouvelle génération des révolutionnaires qui nous succéderont. Et la seule façon pour eux d'apprendre à devenir des dirigeants, c'est de faire la révolution. » Il n'est pas entré dans les détails, mais si on se dit « Contre qui pouvait-il faire la révolution ?» je répondrai « Contre son propre gouvernement et contre le parti. » C'était la seule possibilité. Cela commence par un mouvement de protestation des collégiens. Ils dénoncent les autorités scolaires et surtout la bureaucratie du parti. En mai, une jeune enseignante de philosophie colle une affiche murale accusant la direction de son université d'être réactionnaire. Mao prend fait et cause pour elle et la jeune femme Ni Yuanzi devient célèbre. Ni Yanzi a placardé son affiche ici, sur un mur de l'université réservé depuis les années 50 au débat des étudiants. Ce fut le signal de la grande révolution culturelle prolétarienne, la dernière tentative malheureuse de Mao pour être sûr que ses idées révolutionnaires lui survivraient. En quelques jours, le mouvement s'est propagé comme une traînée de poudre. Au grand plaisir de Mao, le centre de gravité de la Chine est en train de bouger. Il ne se trouve plus au comité central. Il s'est déplacé dans les rues et sur la grande place qui s'étend devant la cité interdite. Le 18 août 1966 à l'aube, Mao apparaît en personne pour passer en revue ses jeunes sympathisants. 1 million ou plus de troupes de choc qui ont répondu à son appel pour soutenir la pureté de la révolution chinoise. Les gardes rouges, qui bientôt se diviseront en factions violentes, s'engagent tous à donner leur vie pour défendre la cause du président. L'ordre de Lin Biao, écraser toutes les vieilleries, est transmis lors des réunions des gardes rouges à travers la Chine. Les noms de rues sont changés, les anciens sont aplatis à coups de marteau, comme si la décadence pouvait en sortir. La route qui longe l'ambassade russe est rebaptisée rue de l'antirévisionnisme. Et ce que l'on fait aux choses, on le fait aussi aux gens. Ce film en noir et blanc est exceptionnel, unique. Il est resté caché pendant presque 40 ans et n'a sans doute été visionné que par la police chinoise et par une poignée de hauts dirigeants. Il montre la véritable chasse aux sorcières que devenait la révolution culturelle, dirigée contre les anciens propriétaires terriens, les capitalistes et tous ceux qui n'appartiennent pas à la bonne classe sociale. Au cours des semaines suivantes, des milliers d'habitants de Pékin sont harangués et sévèrement battus, des centaines meurent. Une citation tirée de l'œuvre de Mao nous apprend « La révolution n'est pas un dîner de gala. Une révolution, c'est un acte de violence par lequel une classe renverse le pouvoir d'une autre. » Et Mao disait « Laissez les jeunes champions faire leurs propres erreurs.
en tirer les leçons et se corriger. Nous ne pouvons pas rester derrière eux, les montrer du doigt et les critiquer. C'était donc la cacophonie la plus totale. La Chine est en train de subir une lente descente aux enfers. Les victimes de haut rang sont conduites pour une humiliation en public devant des rassemblements de lutte dans un stade de football. Elles portent des pancartes sur lesquelles leur nom est barré, comme des criminels de droit commun attendant leur exécution. Wu Han est un dramaturge dont l'une des œuvres a mis Mao en colère. Le président s'en sert comme prétexte pour renverser son protecteur, Peng Zhen, le maire de Pékin. La machine infernale que Mao a déclenchée va finalement faire d'autres victimes, encore plus haut placées dans la hiérarchie. La révolution culturelle est surtout une tentative pour changer l'esprit des gens, pour le laver des vieilles pensées et des comportements qui vont avec. D'anciens propriétaires terriens et des capitalistes, portant les mots éléments bourgeois sur leur chemise, sont contraints de subir une rééducation par de jeunes militants. Les destructions matérielles menées par les gardes rouges sont sans précédent dans toute la longue histoire de la Chine. Même dans le lointain Tibet, des monastères sont mis à sac et rasés. Les sites les plus importants, comme la cité interdite, sont protégés sur ordre de Chou En-lai. Mais ailleurs, les troupes de choc de Mao ont carte blanche. Toutes les idées contraires à la pensée de Mao et les objets qui les représentent doivent être détruits. Pas seulement le confucianisme et le bouddhisme, mais plus encore les religions étrangères, comme le christianisme. À travers tout le pays, les églises sont fermées, les prêtres défroqués, les symboles religieux fracassés. Des manuscrits, des milliers de livres rares, dont certains étaient des éditions uniques, sont livrés aux flammes. En privé et en public, des danses de loyauté sont exécutées pour montrer la dévotion à la cause de Mao. Le petit livre rouge devient l'indispensable accessoire pour tous les Chinois bien pensants, pour les gardes rouges tout comme pour leurs dirigeants, avec la seule exception du président Mao. Compilé par Lin Piao à partir des écrits de Mao, comme un recueil de maximes pour l'armée, il est rapidement devenu le bréviaire de la vertu révolutionnaire pour l'ensemble du pays. Avant la révolution culturelle, la discipline était très stricte. La liberté n'existait pas en Chine. Mais pendant, les choses ont changé. Nous pouvions nous en prendre à n'importe qui, à l'exception du président Mao et de Lin Piao. Tous les officiels étaient des cibles potentielles. Ils pouvaient être attaqués et renversés. C'était un peu l'anarchie. Pendant la révolution culturelle, les gens combattaient en bataille rangée. Je les voyais. Ils tenaient des réunions publiques de critique et d'humiliation. Ils faisaient à leurs victimes la coupe yin-yang, consistant à raser la moitié du crâne. Ils battaient les gens, ils allaient même jusqu'à les exécuter. Dans les journaux, on ne parlait pas de ces choses-là. C'était interdit de prendre des vraies photos. On ne devait y voir que des événements positifs, avec des foules enthousiastes en train d'applaudir. En novembre 1968, le comité central du Parti communiste se réunit à Pékin pour préparer le jour où Mao décidera que le chaos a assez duré. Pour l'économie chinoise, la révolution culturelle touche à sa fin. Et il est vraiment temps. La violence entre les factions de gardes rouges, utilisant souvent des armes lourdes, y compris dans certaines zones des tanks et des canons anti-aériens, a paralysé des secteurs importants de l'industrie du pays. Le produit national brut de la Chine a beaucoup chuté.
Selon ce qu'on sait maintenant, la baisse globale fut de l'ordre de 13 ou 14%. Les gardes rouges, leur rôle terminé, sont expédiés par Mao pour travailler à la campagne tout en lui jurant une loyauté indéfectible. 6 mois plus tard, Mao peut enfin organiser un congrès du parti, le premier depuis 11 ans, pour déclarer que la révolution culturelle se termine, couronnée de succès. Le discours de clôture de Mao, son dernier discours connu en public, reflète sa satisfaction envers la tournure prise par les événements. J'ai beaucoup pensé à la révolution culturelle. Durant celle-ci, les vies de nombreux innocents ont été gâchées. Et ça, c'est le côté négatif. Jusque-là, personne n'osait contester le Parti communiste. Mais durant la révolution culturelle, les gens ont commencé à penser par eux-mêmes. À l'origine, le but de Mao était de se débarrasser des dirigeants qui empruntaient la voie capitaliste. Mais en fait, ce qui s'est passé et que personne n'avait prévu, c'est que beaucoup de gens ont commencé à ouvrir les yeux et à se demander si le Parti communiste n'était pas en train de tout gâcher. Aussi, je pense que la révolution culturelle ne peut pas être montrée de façon totalement négative.